vais vous parler dans un premier temps des obligations réglementaires en matière de développement durable et voir avec vous en quoi elles peuvent être une opportunité pour les entreprises. Je vous laisse faire, vous voulez que... Ouais, ça peut... Donc aujourd'hui, je vais aborder à la fois qu'est-ce que le développement durable en entreprise, en vous présentant dans un premier temps quelles sont les pressions qui s'exercent sur l'entreprise, également quelques chiffres clés de la RSE, vous parler de nouvelles obligations réglementaires liées à la loi Grenelle II, vous parler des échéances associées à cette loi, ensuite vous montrer en quoi ça peut être une opportunité pour les entreprises de mettre en place une démarche RSE, et notamment en devenant un outil de communication clé pour les entreprises. Et puis enfin, aborder le fait que c'est une possibilité de différenciation de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc la définition communément présentée du développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. La portée du développement durable est très large. Et la démarche de développement durable peut être appliquée à l'entreprise. C'est la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises ou RSE. Donc cette démarche est basée sur 3 piliers, le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social, qui peuvent être également présentés sous la forme Profit, Planète et People. Ce sont des moyens pour les entreprises, lors d'une démarche RSE, de développer leurs performances, mais également de créer de la valeur. Mais tout d'abord, revenons sur les pressions qui s'exercent sur l'entreprise et qui créent cette obligation de réponse de la part de l'entreprise sous la forme d'une démarche de développement durable ou RSE. Donc on a des pressions de 4 ordres, des pressions des acteurs financiers tout d'abord, avec le développement d'agences de notation extra-financière, telles que Vigeo ou Innovest. Également le développement du marché de l'investissement socialement responsable. Et puis également le développement des indices boursiers extra-financiers, tels que DJSI, FTSE4Good, etc. Il y a également d'autres pressions qui s'appliquent sur l'entreprise, des pressions de type réglementaire, des réglementations nationales, donc telles que la loi NRE, le Grenelle de l'environnement qui a fait parler de lui à partir de 2010. Également des pressions réglementaires liées à l'Union européenne avec des directives telles que la directive D3E, REACH ou encore le système d'échange de quotas d'émissions. Et puis également des pressions internationales avec des règlements internationaux tels que le protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre. On a également des pressions sociétales ou attentes de la société, donc des pressions en termes de respect des droits de l'homme, d'intégration à la vie locale, de respect des communautés locales, des pressions en termes de transparence, également de conduite et comportement éthique, et puis également le changement climatique et l'environnement qui sont des attentes de la part de la société par rapport à la conduite des entreprises dans leur activité. Et puis enfin, un dernier aspect, c'est la gestion et la prévention des risques, avec différents risques qui peuvent s'appliquer à l'entreprise, des risques d'image, des risques opérationnels ou encore organisationnels, des risques également juridiques et puis également liés à la supply chain. Et ce dernier point est assez important puisqu'il démontre que la zone d'influence de l'entreprise n'est pas limitée à son périmètre, mais s'étend également à ses fournisseurs, à ses sous-traitants. Maintenant, quelques chiffres clés de la RSE tirés d'études KPMG ou également d'autres études récentes. Donc le premier point en haut à gauche, comment les entreprises communiquent-elles sur le développement durable, la RSE? On voit que 94% des 100 premières entreprises françaises ont communiqué sur le thème du développement durable en 2010. Elles n'étaient que 65% en 2003. Donc une évolution, un mouvement qui se traduit également dans les plus petites structures. Également, le deuxième point, quels sont les domaines importants pour les entreprises? Donc une enquête a montré que pour les dirigeants de PME et de PMI, ils pensent devoir s'engager en priorité sur des domaines tels que le respect des droits fondamentaux de la personne, également les conditions et le bien-être au travail, et puis également la lutte contre la pollution. Également, comment faire preuve de transparence. Un des moyens de faire preuve de transparence, c'est de faire vérifier les données que l'on présente, les informations que l'on présente. On peut voir qu'à ce jour, 85%
des entreprises du CAC 40 et 46% des entreprises du SBF 120 ont fait vérifier leurs données extra-financières en 2011. Donc c'est très important. Et au niveau des investisseurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt croissant pour une performance durable, une performance RSE? Et on voit que les encours sur le marché français de l'investissement socialement responsable ont augmenté. En 2011, on est à 115 milliards d'euros, alors qu'en 2006, on n'était qu'à 17 milliards d'euros, donc une multiplication par quasiment 10, qui est assez remarquable. Également, pourquoi s'engager dans une démarche RSE? Donc les considérations qui sont suivies par les premières entreprises mondiales, donc sur la base d'une étude KPMG, les 250 premières entreprises mondiales le font parce que c'est positif en termes de réputation. Également, ça leur permet de prendre en compte des considérations éthiques. C'est également un facteur de motivation des collaborateurs et c'est aussi un facteur d'innovation. Et enfin, le dernier aspect, que mettre en place? Une étude sur les PME et les PMI montre que les principales mesures mises en place par ces structures sont par exemple la gestion des déchets, des rejets et des effluents, également une gestion ressources humaines qui favorise l'emploi des jeunes et des seniors, et puis également le recyclage des produits et la réduction des consommables. Donc, après ces quelques chiffres sur la RSE, quelles sont les nouvelles obligations réglementaires? Il y en a de nombreuses, et notamment la loi Grenelle II a introduit de nouvelles obligations réglementaires en termes de publication, également de vérification de données extra-financières. La loi NRE de 2001 avait introduit des nouvelles obligations en termes de publication d'informations environnementales et sociales. L'article 225 de la loi Grenelle II va plus loin, avec des obligations en termes de communication, mais également en termes de vérification par un tiers indépendant. Vous pouvez voir sur la droite les thématiques sur lesquelles les entreprises doivent communiquer. Donc, ce sont des thématiques sociales et environnementales qu'on trouvait déjà dans la loi NRE, mais pas en avant, on a également des thématiques sociétales qui apparaissent. Donc, autant d'informations que l'entreprise doit communiquer, et avec des échéances diverses que je vais vous présenter, elle devra faire vérifier. Donc les échéances, quelles sont-elles? Elles sont différentes en fonction des sociétés, si elles sont cotées ou si elles sont non cotées. Pour les sociétés cotées, on a déjà une obligation de publication et de vérification dès les exercices ouverts après le 31 décembre 2011, donc en pratique l'exercice 2012. Et pour les sociétés non cotées, différents seuils en termes de chiffre d'affaires ou de bilan et d'effectifs qui entraînent des obligations qui vont apparaître progressivement en termes de publication et de vérification pour au final, à partir de 2016, avoir l'ensemble des entreprises qui doivent communiquer et faire vérifier leurs données. Donc ces obligations réglementaires, elles sont une opportunité pour mettre en place une démarche RSE. Et comment s'articule cette démarche? Elle s'articule en 5 étapes, avec notamment une première étape, l'étape définir, c'est-à-dire connaître les enjeux pertinents de son secteur et les attentes de ses parties prenantes. Une deuxième étape de mesure pour effectuer un état des lieux de ce qui est déjà réalisé. Parce que notamment de nombreuses entreprises réalisent déjà des actions de développement durable sans le savoir ou sans le communiquer. Une troisième étape, c'est s'engager, donc fixer des objectifs qualitatifs et ou quantitatifs pour améliorer ses performances, donc fixer un cap. Une quatrième étape, c'est la réalisation, donc c'est mettre en place les actions nécessaires pour permettre l'atteinte des objectifs. Et puis la cinquième étape, une étape de suivi, c'est-à-dire définir des indicateurs qui permettent de suivre la performance et qui permettent, enjeu par enjeu, de connaître l'évolution du groupe par rapport à ce qui a été décidé. Donc, suite à ces 5 étapes, le groupe peut communiquer sur sa performance développement durable ou RSE. Et donc, c'est la possibilité de communiquer à travers différents supports, des plaquettes, rapports développement durable, communiquer aux investisseurs, communiquer à ses clients, communiquer au grand public. Puisque la RSE, finalement, offre un outil de communication clé et qui permet surtout de faire évoluer sa stratégie d'une simple déclaration d'intention à la démonstration de ce qui est réalisé, des performances en matière de RSE. L'idée étant de passer
d'une démarche où on demande aux parties prenantes de faire confiance à l'entreprise, à une démarche où on dit ce que l'on fait. Ensuite, on peut le démontrer, puis le prouver et enfin impliquer ces parties prenantes. Tout cela permet d'augmenter la confiance des parties prenantes tout en impliquant les parties prenantes dans les décisions qui sont prises. L'implication des parties prenantes peut se faire sous forme de consultation, d'échange avec différents moyens de communication. Au final, la démarche RSE offre une différenciation de l'entreprise par rapport à ses concurrents. J'ai listé différents domaines, donc selon les 3 piliers sur lesquels l'entreprise peut se différencier. Sur l'aspect économique, notamment sur la recherche et l'innovation. Également en termes d'investissement, parce qu'il est possible d'attirer des investisseurs sur la base de nouveaux business models ou bien d'une performance économique particulière. Également en termes de financement, il y a notamment des financements qui sont fournis par les autorités, que ce soit au niveau départemental, régional, national, voire européen. Également, ça permet une augmentation des parts de marché, aussi d'introduire de nouveaux services, et également de fidéliser les clients. Sur le volet environnemental, la démarche RSE permet une réduction des coûts, notamment ça passe par de l'efficacité énergétique, des démarches d'éco-conception. Également, maîtriser ces impacts environnementaux est très important, anticiper des réglementations futures pour ne pas se retrouver à devoir réagir, mais plutôt anticiper en préparant ces activités, préparant ces process à des réglementations futures. Le volet le moins visible, et peut-être dont on parle moins, c'est la gestion sociale. La RSE permet de développer un climat social favorable, permet de fédérer les salariés. Donc on a des salariés motivés, créatifs et productifs. Par conséquent, on peut s'attendre à un absentéisme réduit, un climat social favorable si les personnes adhèrent au projet, et également donc, un turnover faible avec un maintien du savoir-faire dans l'entreprise, également des coûts de recrutement et de formation qui sont réduits, et puis au global, un niveau de courbe d'expérience qui soit optimisé. Donc, le développement durable ou la démarche RSE donc, sont un gisement d'avantages qui contribuent à faire la différence pour les parties prenantes, mais surtout pour l'entreprise. Je vous remercie. Alors, merci Monsieur François pour cet exposé sur donc, les raisons qui poussent les entreprises aujourd'hui à entrer dans une démarche de développement durable. Alors, si vous avez des questions, je vous propose de les garder pour tout à l'heure, pour qu'on puisse donc poser des questions à l'ensemble des intervenants cet après-midi pour avoir un échange global. Et je vous propose de passer maintenant à un cas concret, donc l'entreprise Soprema. Quelles sont les raisons qui ont poussé Soprema à entrer dans une démarche de développement durable. Et on ne présente plus cette société, mais enfin je vous laisse le faire. Alors. Et là, ouais, ça doit être ça. Voilà, le développement durable et Soprema. Comment on fait pour passer en plein écran ici? Parfait. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Civic, je suis chargé de mission empreinte carbone chez Soprema depuis 2 ans. Et je vais vous rapporter un peu ce que fait la société en termes de développement durable et puis essayer d'ouvrir un peu sur ce que peut apporter aussi la réglementation, puisque la réglementation, elle est là, on ne peut pas s'en passer, et plutôt que de la subir, c'est bien d'en faire une force. Alors, quelques données clés sur la société, une présentation. On a une société un peu scindée en 2 grosses parties. Une partie industrie où on produit des membranes d'étanchéité, enfin des solutions d'étanchéité et tout ce qui tourne autour. On verra qu'il n'y a pas que de l'étanchéité, il y a de l'isolation, du désenfumage et des choses comme ça. Et on a la particularité d'avoir une autre entité qui s'appelle Soprema Entreprise qui, elle, pose nos produits. Ou d'autres d'ailleurs, c'est pas exclu. Pour en venir ensuite au thème qui nous intéresse, le développement durable, et puis une petite conclusion sur la réglementation et puis le développement durable chez Soprema, comment c'est géré. Alors Soprema, c'est une entreprise familiale alsacienne qui est née en 1908.
C'est toujours la même famille qui possède la société. C'est Pierre-Étienne Binchedler qui gère la société depuis 1992. Le nom de Soprema datant de 1941. Et je vous ai mis quelques dates avec quelques produits. C'est juste pour vous montrer un peu la fréquence de développement de produits qui sont liés au développement durable ou à tendance verte. L'Aquadair, qui est une solution primaire d'accrochage aqueuse. Donc on mélange du bitume et de l'eau, qui sont deux choses qui sont complètement impossibles chimiquement, mais voilà, on arrive à le faire de 2006. Sopra Nature, donc on met de la végétation sur les toitures. Sopra Solar, bon ça c'est le développement du solaire, donc en ce moment on peut être présent. Universel, qui est un système d'isolation à partir de ouate de cellulose, dans du recyclage de papier journal. Pour finir par notre dernière innovation qui s'appelle Mammouth Neo, qui est une membrane d'étanchéité qui concerne un métier de niche. Mais ceci étant, c'est la première membrane d'étanchéité dans laquelle on trouve des polymères biosourcés. C'est vraiment un premier pas vers les solutions vraiment biosourcées. On est à fond dans le développement des agro-ressources, du bois, de l'agriculture et ces choses-là. Alors l'évolution en chiffres, donc 1,4 milliard de chiffre d'affaires d'euros, 4500 collaborateurs environ, 25 sites de production, 5 ateliers de charpente métallique, enfin des filiales présentes un peu partout, 6 centres R&D, ce qui permet d'être présent dans l'innovation de différents produits, aussi bien sur les solutions étanchéité que sur les solutions d'isolation. Et puis, on a des centres de formation. On prépare des CAP. Environ 800 stagiaires sont formés chaque année par nos moyens. Donc, si on regarde du point de vue industrie, je ne sais pas si on voit bien, le métier primaire de Soprema, c'est ça, c'est fabriquer de la membrane d'étanchéité bitumineuse, donc pour des toitures terrasses. Et puis après, on s'est lancé dans d'étanchéité liquide, du PVC, et puis on a décliné un peu tout ça. Jusqu'en 2010, on a racheté la société Efisol, qui fait, elle, de l'isolation en polyuréthane, donc tout ce qui se trouve ici. Universel, c'est un petit peu avant. Et puis, on fabrique aussi tout ce qui est... Pardon. Précédent. On fabrique aussi tout ce qui est nécessaire sur une toiture, des lanterneaux, tout ce qui est des enfumages, tout ce qui est écoulement des eaux, ce genre de choses. Ça, c'est pour la partie industrie. Après, la partie entreprise, donc c'est là qu'on s'intéresse aux travaux. Donc on pose nos membranes d'étanchéité. Alors ça va être de l'étanchéité, ça va être de la couverture PVC, ça va être du bardage. On fait aussi de la charpente métallique, on fait des enfumages bien sûr. Et puis on a une société de service qui s'appelle Soprasistance. Plutôt que de refaire sa toiture quand on a une fuite, eh bien, on peut appeler Soprasistance et on met un patch et puis hop, c'est parti pour une dizaine d'années. Voilà. Pour la présentation de la société, sur les aspects de développement durable, j'ai volontairement axé la présentation sur deux aspects. Il va y avoir un aspect humain sur le prochain slide et puis un aspect éco-conception. Puisque vraiment le développement durable, je crois que ça tourne autour de ce cycle-là, avec une forte volonté chez nous de remplacer tout ce qui est ressources fossiles, et il y en a, hein, on utilise des milliers et des milliers de tonnes de bitume chaque année, par des ressources biosourcées ou recyclées. Alors, si on regarde un peu autour du développement, on va avoir donc l'Aquadair, développement de produits aqueux. Il n'y a pas que l'Aquadair, on a fait d'autres solutions d'étanchéité liquide d'origine aqueuse. On utilise comme support pour la membrane du polyester recyclé à 75%, en gros, hein, parce que ça dépend des années, ça dépend aussi du marché. Le voile de verre, c'est pareil, il est issu de 70% de bouteilles recyclées, de verre recyclé. On utilise à peu près 25 000 tonnes d'huile recyclée, donc de l'huile de vidange qui est nettoyée et recyclée. Donc nous, on s'en sert dans notre process. Et puis, on voit apparaître
des agro-ressources de plus en plus. Ici, de l'huile biosourcée, ça peut être de l'huile de colza, de pin, ça peut être aussi, dans le mammouth néo, un plastique qui est à 75% issu de colza. Ça, c'est vraiment une nouveauté chez nous. Hein. C'est le résultat d'une bonne dizaine d'années de recherche. Alors, derrière l'éco-conception, on va retrouver toute une gamme de produits. Alors, on va avoir l'Aisan 410, qui est une étanchéité liquide, polyuréthane sans solvant. Ça, c'est une problématique qui apparaît beaucoup maintenant. On essaye de se débarrasser un peu partout des solvants, puisque c'est contraignant à la mise en œuvre, c'est contraignant en qualité de l'air intérieur, extérieur, c'est contraignant pour les gens qui posent ces produits-là. C'est contraignant aussi pour l'industriel. Il faut savoir que l'industriel, il faut qu'il gère après des stocks de solvants qui sont plus ou moins sympas. Quand on gère des naphtas, quand on gère des aromatiques, la réglementation est vraiment très très contraignante. Donc on essaye de se débarrasser un peu de tout ça pour aller vers des produits beaucoup moins contraignants, donc sans solvant. Donc l'Aquader, Universel, donc là j'en ai parlé tout à l'heure, Mammouth Néo, donc membrane en partie biosourcée. Alors l'éco-conception, elle va permettre de se poser des questions à chaque étape du cycle de vie, de se dire si je vais chercher tel ou tel produit, qu'est-ce que ça apporte, s'il vient de Chine, s'il vient d'Italie, qu'est-ce que ça apporte, voilà. Et puis on va se poser aussi des questions sur tout un tas de petites problématiques que l'industriel n'avait même pas à l'esprit, j'allais dire, il y a peu de temps, comme les consommations d'énergie. Les consommations d'énergie, pendant un moment, l'industriel, il consommait du gaz, il consommait de l'électricité, voilà, il faisait un petit peu attention, mais sans plus. Maintenant, on a des vrais indicateurs, on se pose des vraies questions, des réelles questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'énergie, pour en utiliser moins? Nous, on passe notre temps, on a un métier un peu schizophrène, on passe notre temps à chauffer du bitume à 180 degrés pour ensuite le refroidir à 20 degrés. C'est complètement ambivalent et pour autant, il y a de l'énergie pour refroidir, il y a de l'énergie pour faire tourner l'industrie, il y a de l'énergie pour chauffer. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de réduire un peu tout ça et de consommer moins d'énergie? Donc il y a un gros programme actuellement sur l'énergie. Sur la gestion aussi des pertes, ce qu'on va appeler des pertes, ça va être les déchets. Pour le moment, les déchets, ça coûtait pas cher. Les matières premières, c'était pas trop cher, donc on suivait ça, mais d'une manière, d'un œil un peu comme ça de haut. Maintenant, quand on regarde le coût de traitement des déchets, quand on regarde le coût de traitement de la matière première, le bitume, c'est un produit pétrolier, hein, donc ça suit le cours du pétrole. Je vous apprends rien. Je peux vous assurer qu'il y a des milliers et des milliers d'euros à faire en économie. Et ça, tout ça, c'est l'éco-conception qui permet un peu de gérer un peu tout ça. On va avoir des problématiques de sourcing aussi avec l'éco-conception. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un produit pas cher en Chine, un produit un peu moyen de gamme en Italie, différence de transport, différence de fabrication, différence aussi de produits. La qualité chinoise étant ce qu'elle est pour pas mal de problématiques, elle se pose aussi sur la matière première. Je pense qu'il y a pas mal d'industriels qui sont confrontés à ce même genre de problème que nous. Donc ok, aller chercher un polymère plastique en Chine, c'est pas cher, c'est vrai, mais il faut voir un peu ce qu'on peut avoir aussi comme désagrément derrière. Est-ce que ça vaut le coup? C'est tout un tas de questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est l'éco-conception qui permet. Elle permet vraiment de boucler la boucle. Nous, actuellement, la politique Soprema, c'est de prendre tous les produits, toutes les matières premières qui rentrent et d'essayer de les réinjecter dans le process. C'est notre grand défi de l'avenir, c'est de se dire, on pose de la membrane d'étanchéité, dans 20 ans elle sera morte ou elle sera usée, on récupère cette membrane d'étanchéité, on fait de la nouvelle avec. C'est vraiment le gros leitmotiv du moment et ça va durer un bon moment cette histoire-là, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Alors une fois qu'on a parlé un peu d'éco-conception, on peut parler un peu de l'homme, parce que l'homme fait partie du développement durable.
La sécurité, la santé, la formation, l'application dans l'entreprise, c'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans nos sociétés. Alors, on y travaille, comme beaucoup d'industriels, sur notamment l'amélioration des conditions de travail, des rouleaux plus légers. Avant, un rouleau d'étanchéité bitumineuse, c'était 40 kg. Maintenant, on en fait à 25 kg. Seulement 25 kg, ça veut dire soit moins de produits, soit des rouleaux moins longs. Alors, si on fait des rouleaux moins longs, ça pose des contraintes au niveau de la productivité. Donc, tout ça, il faut remonter chaque brique un petit peu en amont. Tout ça, c'est de l'éco-conception. On remonte jusqu'au tout début. Pour faire un rouleau qui fait 7,50 m et qui ne fait plus 12 mètres, comment on fait pour garder cette même productivité, cette même vitesse, et pour être compétitif. C'est un problème de compétitivité après derrière. Si on n'est pas compétitif, et si on n'est pas réactif, on n'est plus sur le marché. Donc voilà, il faut y aller. On fait des systèmes d'étanchéité sans flamme, des autocollants. Ça pour des problématiques de sécurité, notamment sur les chantiers. C'était pas rare que sur les chantiers, quand on pose de la membrane bitumineuse, on chauffe avec un chalumeau. Il y a des incendies qui se déclarent, ça arrive. Voilà. Donc on privilégie maintenant des systèmes d'étanchéité sans flamme. On fait des membranes anti-glissantes pour que les ouvriers, les opérateurs sur chantier ne glissent pas par temps de pluie ou ce genre de choses. On a des outils qui permettent de faire de la pose automatique. De la pose automatisée, pas automatique. Pose automatisée, c'est plus juste. De membranes d'étanchéité. On développe tout un tas de produits sans solvant aussi. Tout ça, c'est l'homme qui est derrière tout ça, mais derrière tout ça, c'est quand même l'éco-conception qui dicte tout ça. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de formation. Chez Soprema à Strasbourg, on a une école de formation, qui est une vraie école. On forme un CAP d'étancheur avec le lycée d'Ilkirch. Donc 800 stagiaires par an, et puis on a 5 centres de formation à travers la France et le monde. Et puis l'implication du personnel, alors ça, c'est quelque chose dans le développement durable qui n'est pas évident à faire. Comment on fait pour sensibiliser les gens à se dire on génère moins de déchets, on fait attention quand on sort de la cafétéria à éteindre la lumière, des petits gestes comme ça qui sont des gouttes d'eau, mais qui pour autant ont une vraie signification dans l'entreprise. Alors, on a déjà travaillé sur la communication. Voilà. On fait des choses, on communique dessus et on intègre tout le monde dedans. Alors, il y a des chartes qui existent, développement durable, environnement, sécurité. Il y a des indicateurs de suivi. Alors là, et derrière ces indicateurs, on a des primes au mérite. Alors, est-ce que l'atelier est bien tenu? Ça va être la propreté, ça va être la sécurité, ça va être la gestion des déchets. Pour le moment, on n'a pas intégré l'énergie parce que c'est un petit peu subjectif, c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas? On pourra intégrer aussi l'énergie dans ces indicateurs. Dans l'application du personnel aussi, on a une boîte à idées, ce qu'on appelle une boîte à idées Léonard, en se disant, les gens qui vont avoir des idées, ce n'est pas forcément l'ingénieur qui va être dans son bureau et qui va une fois de temps en temps sur la ligne. Ça va être l'opérateur qui est sur la ligne qui se dit, voilà, moi je suis confronté tous les jours à ça, ça m'embête, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux trouver pour faire avancer les choses. Alors voilà, il fait son petit speech, il met ça dans la boîte à idées, des fois ça débouche sur des belles idées, des fois ça débouche sur rien. Il y a eu des histoires comme ça où ça a débouché sur certains produits, des belles histoires. Voilà, il y a des petites idées après qui n'ont abouti sur des petites choses, mais des petites améliorations, mais pour eux c'est important. Et c'est surtout valoriser l'homme au milieu de la machine. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tes conditions de travail. C'est pas, on travaille dans le bâtiment, on a des usines, c'est du bitume, il y a de la chaleur, il y a des objets qui tournent, il y a du froid. C'est pénible. L'été, il peut faire 40 degrés sur la ligne. C'est très pénible. Donc, on améliore, on implique le personnel et on essaie d'améliorer ses conditions par ses propres idées. Voilà. Après, quelques notions d'environnement, parce que le développement durable, c'est quand même aussi de l'environnement. Vous en avez peut-être parlé déjà tout à l'heure avec les produits. Tout à fait, voilà. Mais juste pour citer, on va avancer. Voilà.
Juste un projet, enfin 2 projets qui sont vraiment à cœur du développement durable. Le projet Calypso, qui est le transport de bitume par voie fluviale à Strasbourg. Suite à la fermeture de Reichstett, n'ayant plus de bitume à disposition, il a fallu qu'on réagisse très très vite. Donc on avait une voie d'eau, on s'est dit on va faire venir le bitume par voie fluviale, donc ni camions évités sur la route. Et puis le projet recyclage, où là, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avenir, c'est on ferme la boucle et on réintègre nos propres produits en fin de vie à l'intérieur de produits neufs. Alors, et la réglementation dans tout ça, la réglementation, elle est partout. Quelle qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociale, elle est absolument partout. Elle est variable géographiquement. Quand on est en France, on a une telle réglementation. Quand on travaille, on a des sites en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. La réglementation, elle évolue. Et elle évolue aussi dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que cette réglementation ne soit pas une contrainte ? Parce que si on attend que cette réglementation se mette en place, finalement, on est toujours devant une échelle et puis on essaye de grimper. Et puis, c'est pas évident parce que c'est des contraintes, on est toujours en retard. Travailler dans l'urgence, c'est pas toujours ce qu'il y a de bon. Il faut penser un petit peu plus loin. C'est vraiment dans la marche du développement durable, c'est de se dire que la réglementation, elle évolue aussi bien de manière géographique et dans le temps. On a des échéances, quand une directive sort, on sait très bien que cette directive, elle va sortir en 2013, 2014, il y a d'autres échéances derrière, on les connaît, c'est 2020, 2025, et en ce moment, ça bouge beaucoup dans le développement durable. Donc c'est de se dire, ok, le palier de 2015, on va le franchir, mais on regarde 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Qu'est-ce qu'on introduit déjà en 2015 pour qu'en 2025, on soit déjà prêt ? Que le pas soit tout petit à franchir. Et c'est ainsi qu'on arrive à mieux gérer la réglementation et à la faire évoluer en même temps que du développement durable. Donc, la conclusion de tout ça, c'est de se dire la réglementation, il faut l'anticiper. Il ne faut surtout pas la subir. C'est une grande force, la réglementation. Elle est là, de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Donc, autant s'en servir pour grandir. Alors, la réglementation, c'est fait pour qu'on soit les premiers. Si on anticipe, on sera les premiers, ça c'est sûr. C'est de trouver des solutions innovantes. Se dire, la réglementation, elle évolue. Tôt ou tard, on n'aura plus le droit de mettre des solvants dans nos produits. Et bien voilà, on va sur des développements de produits à queue ou sans solvants, ou avec des solvants qui sont plus ou moins inertes. Et puis on se pose les bonnes questions et puis on prépare le futur, on prépare l'avenir. Voilà, il faut être un peu visionnaire dans la démarche. La réglementation, elle permet aussi de se dire quels vont être un peu mes investissements dans les années à venir, dans 10-15 ans, plutôt que... Voilà, c'est vraiment la philosophie de Soprema, c'est pas de se dire travailler à court terme, on fait du chiffre et puis voilà, même si c'est présent dans l'entreprise, il ne faut pas se leurrer, on est là aussi pour... on n'est pas des philanthropes, on est aussi là pour faire du chiffre. Il y a des chiffres d'affaires qui sont demandés. Mais la réelle philosophie, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va devenir dans 15 ans, qu'est-ce qu'on va devenir dans 20 ans. C'est ça la force d'une entreprise comme Soprema. Voilà, j'en ai terminé pour le développement durable chez Soprema. Et je vous remercie. Donc, comme tout à l'heure, on va garder les questions pour la fin. Et on va maintenant laisser la parole à Madame Urban. Après l'expérience d'une entreprise industrielle, on va voir l'expérience d'une association, mais qui est confrontée dans son fonctionnement au marché public. Et donc Madame Urban va nous expliquer ce qu'il en est de la démarche de développement durable de l'AGES. Voilà. Donc, je vais, pour commencer, vous présenter peut-être l'AGES en quelques mots. Donc là, on n'est pas tout à fait, on n'est même pas du tout ni dans le même domaine d'activité, ni dans une entreprise de taille comparable avec Soprema, bien au contraire. Alors, on est une association de droit local créée en 1981. Objet social, c'était la création, la gestion et l'animation d'équipements sociaux et sanitaires. En 2012, l'AGES gérait une vingtaine d'établissements et à peu près 500 collaborateurs. On a deux domaines d'activité privilégiés. C'est principalement la petite enfance. On gère des crèches, on gère des multi-accueils, on gère des crèches familiales avec des assistantes maternelles à domicile.
et l'enfance avec des accueils périscolaires, donc des enfants entre, on va dire, 10 semaines et 11 ans à peu près. Et on intervient aussi dans le domaine des personnes âgées, puisque depuis 1990, on gère une maison de retraite qui était créée sur la base d'un projet intergénérationnel, puisque dans les mêmes locaux, on a une maison de retraite et une crèche. Une maison de retraite puis un foyer résidence pour personnes âgées aussi. Donc concrètement, l'AGES gère pour le compte d'un mandant, alors en général une collectivité, parfois une entreprise, des structures d'accueil dans le cadre d'un financement qui est accordé pour 3 à 5 ans. Alors le marché actuellement se caractérise par une offre d'accueil des tout-petits qui est clairement insuffisante. On va parler là plutôt d'une offre insuffisante de manière nationale, puisque l'Alsace n'est pas nécessairement à l'image du reste de la France, puisqu'on est quand même largement doté par rapport à certaines régions, d'autres régions en France. Donc une offre insuffisante en termes d'accueil des tout-petits, qui a laissé place à l'installation de crèches privées du secteur lucratif, qui ont investi depuis quelques années, on va dire depuis principalement 2004, un marché qu'on peut qualifier de porteur. Alors ce sont des structures commerciales, ce sont des entreprises de crèches qui créent ou qui gèrent des structures d'accueil au profit d'entreprises, mais aussi de collectivités. Elles sont entre 20 et 50 en France et puis gèrent environ entre 7 et 10% du marché actuellement. Alors, la Caisse nationale d'allocation familiale est le principal financeur et on la retrouve que ce soit une crèche d'entreprise, des crèches privées ou que ce soit des crèches associatives comme celle gérée par l'AGES. Les familles bénéficient du même tarif et la Caisse nationale d'allocation familiale est le même financeur. On a quand même des finalités, ou on va dire finalités ou philosophies qui sont différentes, puisque dans le privé non lucratif, l'associatif, les membres du conseil d'administration sont des bénévoles, on a une interdiction de distribuer des bénéfices, des dividendes, et on réinvestit les résultats dans le service à l'usager. On est là dans des manières un petit peu différentes aussi souvent de fonctionner. Souvent, les crèches privées sont des grandes entreprises, on va dire ça comme ça, ou en tous les cas qui s'appuient sur des grandes entreprises et qui ont donc des possibilités en matière de services commerciaux, marketing et autres qui ne sont pas du tout les mêmes que nous à notre échelle. Et on est un petit peu en difficulté souvent parce que il y a l'image de l'associatif qui est un petit peu assimilée à des amateurs, alors que la gestion quotidienne, ça reste quand même, et c'est de plus en plus, celle d'une entreprise tout à fait classique sur le secteur. Alors, le contexte, un petit mot juste sur le contexte aussi réglementaire et sur les mises en concurrence. Actuellement, les structures petite enfance sont confiées en gestion par les collectivités, puisque ça reste principalement les collectivités, selon la procédure d'attribution de la délégation de services publics. Donc on s'apparente un petit peu au marché public avec quelques spécificités quand même. Donc la délégation de services publics, pour les personnes qui ne seraient peut-être pas dans ce domaine-là, c'est le contrat par lequel une personne publique, une personne morale de droit public, confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire. Alors le délégataire qui peut être délégataire public ou privé et dont la rémunération est substantiellement quand même liée au résultat de l'activité. Ce qui veut dire que actuellement, on assume, l'AGES ou les autres délégataires assument une partie du risque d'exploitation, ce qui est aussi une nouveauté depuis maintenant quelques années. Donc il y a une véritable mise en concurrence tous les 3 à 5 ans. On se repose des questions, on refait une procédure, ce qui veut dire qu'on répond à un appel à candidature, on dépose une offre qui répond au cahier des charges et aux exigences de la collectivité qui a rédigé le cahier des charges pour remettre en concurrence le gestionnaire. Avec principalement l'objectif étant de gérer au mieux avec meilleure qualité de service rendue au meilleur prix. Voilà, on va dire ça un peu comme ça. Alors, concrètement, quelle est la place du développement durable dans tout ça ? On n'a à ce jour pas de contraintes réglementaires dans le domaine dans lequel on intervient, dans la gestion de structures d'accueil petite enfance, de services rendus aux usagers.
On n'a pas de règles à appliquer, pas de rapport à rendre sur les conséquences sociales, environnementales de l'activité. On a alors les principaux moteurs, alors je vais qualifier ça de moteur, mais c'est aussi c'est une contrainte et un moteur d'une démarche de développement durable dans notre secteur. C'est principalement la pression exercée par la société civile, par la société dans sa globalité. Et puis l'anticipation des risques quand même pour l'entreprise, que ce soit des risques matériels, sanitaires, sociaux, etc., ou que ce soit des risques liés à l'image, à la réputation de l'association. Alors c'est des pressions qui existent bien sûr beaucoup plus dans les grandes entreprises, mais qui pour nous, ou petites moyennes entreprises ou associations, sont des pressions qu'on va clairement subir dès demain. Là on ne parle plus d'après-demain, on est clairement dans quelque chose qui est vraiment à la porte. C'est la pression du marché. Les donneurs d'ordre commencent à avoir vraiment de plus en plus d'exigences de développement durable. On le retrouve dans ces cahiers des charges auxquels on répond dans le cadre des délégations de services publics. Donc la pression du marché, mais aussi la pression normative et la pression réglementaire. C'est des pressions qui s'exerceront à partir de demain. Et on ne peut pas rester à l'écart. On est obligé d'accompagner cette évolution, voire de l'anticiper. Donc on est contraint actuellement à modifier progressivement nos pratiques et ça conditionne clairement notre stratégie de développement quand on est confronté à ça au quotidien. Alors, d'abord, le choix, c'était un choix de l'AGES, c'est un choix de l'association des membres du conseil d'administration qui nous ont clairement donné comme orientation cette volonté de participer, on va dire de manière très générale, à l'amélioration des conditions de vie, quelles qu'elles soient, et d'engager une démarche en matière de développement durable, parce que ça signifiait de la performance, on va dire performance sociale, performance environnementale, et aussi derrière ça, de la performance financière. Alors, on s'est beaucoup interrogé au début, puisque pour nous, faire des actions en matière de développement durable, ça allait coûter de l'argent, et pas nécessairement, bien au contraire même. Et puis, principalement, c'est aussi un choix de l'association parce qu'on intervient dans le domaine de l'humain, on intervient dans le domaine des enfants, et je crois que là, on a un vrai rôle de sensibilisation à jouer, que je réexpliquerai un tout petit peu dans un exemple concret par la suite. Et le développement durable, c'est aussi devenu une obligation presque pour nous, puisque c'est actuellement ce que je qualifierais entre guillemets de thème porteur, qui devient incontournable. Et c'est vrai que c'est dans les cahiers des charges, c'est aussi un élément vendeur, clairement, pour nous permettre de nous différencier actuellement et de faire mieux que d'autres dans le secteur. Puisque accueillir des enfants, avoir un projet pédagogique, toutes ces choses-là, on les a, mais il faut aller un petit peu au-delà. Et puis c'est cette fameuse demande des pouvoirs publics pour répondre eux-mêmes à une pression qui est la pression des usagers et la pression des électeurs. Les cahiers des charges des délégations de services publics comportent actuellement, quasiment dans 9 cas sur 10, un volet développement durable. Souvent liés au bâtiment, quand ce sont des constructions neuves dans lesquelles le service va être exploité, mais aussi liés à d'autres thèmes et parfois pas clairement explicités, et dans lesquels on nous laisse un petit peu carte blanche et on nous dit qu'est-ce que vous faites en matière de développement durable. Alors, les orientations de notre association, c'était clairement de percevoir le développement durable comme un processus d'amélioration continue, qu'on peut inscrire dans le prolongement de démarches qualité, même si on n'est pas encore, nous, on commence à peine à parler qualité dans le service à la personne, mais on est là quand même dans un processus d'amélioration continue. Et l'intégration de la problématique environnementale dans l'ensemble des pratiques. C'est ce qu'on recherche. On cherche aussi à l'intégrer dans l'organisation, dans le fonctionnement. Alors concrètement, on est une association qui gérons un certain nombre d'établissements, c'est certain, mais après, l'équipe administrative chargée de la gestion et du fonctionnement, c'est une petite équipe. Donc on a dû faire un petit peu avec les moyens qu'on a.
Et concrètement, on a voulu quand même aller un petit peu au-delà de ce qui peut être imprimer du papier recto verso et demander aux personnes d'éteindre la lumière en sortant de leur bureau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par adhérer à Idée Alsace, puisque ça nous a permis d'entrer dans la démarche, d'appartenir à un réseau et de lancer un petit peu une dynamique pour essayer de sensibiliser les personnes à l'aspect développement durable. Et puis on a essayé de voir avec l'accompagnement Idée Alsace à quel domaine on allait pouvoir commencer à travailler, puisqu'il y en a énormément et il fallait bien prendre les choses par un bout. On a bien sûr travaillé un peu sur l'alimentation, ou avec une recherche de fournisseurs locaux et bio, puisque on expérimente dans une de nos cuisines un aliment bio par jour. Alors voilà, on commence doucement, on n'est pas tout de suite en train de dire on fait tout bio, non, loin de là, mais je pense qu'à petite échelle, on peut aussi démarrer et avoir des effets. On a engagé un accompagnement avec Idée Alsace dans une démarche d'achat durable. Voilà, au-delà de simplement de se dire j'achète des produits en bois ou des produits bio ou des labels, c'était de se dire effectivement comment est-ce qu'on peut revoir une politique d'achat dans notre association, même si au début on pensait une association c'est des établissements et il n'y a pas de politique d'achat parce qu'il n'y a pas de service achat. Pour autant on voit les choses un petit peu différemment maintenant, et dans la sélection des fournisseurs et ce qui va avec. Et après, on est beaucoup à la recherche d'initiatives auprès de nos établissements et on les encourage et on les soutient, que ce soit une structure qui va mettre en place un composteur, une autre qui va faire un partenariat avec l'ADEME pour l'utilisation de couches lavables dans un multi-accueil, ou un partenariat avec l'Ariena pour une sensibilisation des enfants dans une tranche de 6 à 12 ans à toutes les questions environnementales. Puisque c'est là notre principal moteur, je dirais, c'est qu'on accueille un public auquel on a envie de faire prendre conscience du rôle qu'il va pouvoir jouer dans l'environnement, et qu'on lui fasse acquérir des réflexes, des connaissances, des méthodes, mais de manière ludique, à tout ce qui peut être éco-responsable. Et puis on va encourager tout ce qui est comportement respectueux, que ce soit avec les autres enfants, avec le matériel, avec la nourriture, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses, mais qui nous permettent quand même de répondre à une pression de plus en plus importante des pouvoirs publics. Alors, est-ce que concrètement l'engagement dans le développement durable, est-ce que c'était une contrainte, est-ce que c'était un choix? Je dirais qu'on l'aurait fait, c'était un choix, mais on l'aurait peut-être pas fait aussi vite, et c'est vrai que cette pression des usagers sur les pouvoirs publics et des pouvoirs publics ensuite sur les délégataires a quand même contribué à faire avancer les choses de manière un peu plus rapide que ça n'aurait été dans le cas contraire. Concrètement, à notre niveau, c'est depuis 2-3 ans, donc c'est quand même des démarches et des initiatives récentes. On n'est vraiment pas précurseur, mais on essaye de changer un petit peu les mentalités. Alors, on ne fait pas encore un bilan parce qu'on est vraiment dans une démarche qui commence, mais on essaie de transformer cette contrainte des pouvoirs publics plutôt en opportunité pour pouvoir avancer un petit peu et essayer d'anticiper certaines demandes. Alors nous avons vu de nombreuses raisons pour cette démarche, entrer dans cette démarche de développement durable, réglementaire ou non. Avez-vous des questions? Je vais avoir une question. Madame Urban, vous avez dit au départ, vous avez dit à la fin que vous n'avez pas fait de bilan, mais en même temps, au départ, vous avez dit que vous pensiez que c'était une démarche qui allait coûter, et finalement, au travers de l'expérience que vous avez acquise, même si vous ne la mesurez pas, ça vous a généré des économies. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu développer cet aspect-là? Oui, alors je dirais qu'on va simplifier la réponse. Pour nous, à l'origine, avant d'avoir entamé il y a 2-3 ans une démarche, on voyait vraiment que ça soit des couches lavables, que ça soit une recherche de fournisseurs avec un label. Pour nous, il y avait derrière ça, obligatoirement, ça coûte plus d'argent. Et si on prend l'exemple des fournisseurs, on échangeait sur cette question avant, la recherche de fournisseurs répondant à des critères environnementaux, on se rend compte qu'on n'est pas seulement dans une recherche de
produit avec un label derrière. Bien au contraire, on est aussi dans la recherche peut-être de manière d'utiliser des produits beaucoup plus naturels, des produits simples, des produits d'autrefois pour nettoyer, qui répondent quand même à des critères qui sont nécessaires dans nos structures et qui finalement peuvent nous coûter moins cher. On voyait aussi les produits bio comme étant voilà, obligatoirement un surcoût, mais peut-être qu'on voyait là un surcoût beaucoup plus important. Maintenant, on est dans les... Alors, on n'a pas, quand je dis on n'a pas fait un bilan, on est un bilan, on va dire, un petit peu intermédiaire sur un exercice d'une structure qui a choisi de ne travailler plus qu'avec des fournisseurs, quasiment plus, parce que c'est pas, on va dire principalement avec des fournisseurs locaux. Finalement, notre budget alimentation, certes, il a augmenté, mais dans une proportion qui nous semblait tout à fait raisonnable et qui n'était pas celle qu'on aurait pu croire au début. Alors, on ne fait pas partie intégralement d'un réseau. Par contre, on fait du benchmarking comme toute société. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe à droite, à gauche. On compare, on étudie, on va dans les conférences, on va tout ça. Pour ce qui est des fournisseurs, on a des démarches de type Lean and Green. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de se dire, on va mettre en place une application, une histoire toute bête. On va chercher des palettes en bois, on a un fournisseur qui fournit des palettes en bois. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une synergie pour se dire que la palette en bois, à la fin, au lieu de la jeter, il la récupère, il la retape et puis elle resserre à l'intérieur. Ça, c'est une démarche typiquement green, d'amélioration continue. On a plein de petites démarches un peu comme ça. Par contre, il est vrai que ce n'est pas un critère discriminant ou différenciant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. Le fournisseur, c'est le seul à fournir cette matière-là. Introduire des critères de développement durable derrière, ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc il y a plein de choses comme ça où c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Tout ce que je peux encore ajouter, c'est que on cherche le plus possible de faire du sourcing local. La France étant ce qu'elle est, on a du mal à trouver des fournisseurs pour tout au niveau local, mais on fait travailler à Strasbourg, on fait travailler beaucoup d'industriels alsaciens, à Sorgues, à Avignon, beaucoup d'industriels qui sont dans le coin. On essaye de garder cette filière locale et de se dire ça ne sert à rien d'aller chercher les produits en Chine, de toute façon. On va être confronté à d'autres problématiques que des problématiques de coût. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, tout est affaire de négociation, de volume. On a un grand groupe, on a quand même moyen de prendre beaucoup de volume aussi. Donc, on fait aussi des achats mutualisés entre différents sites industriels. Il y a des contrats qui sont négociés au niveau national, voire pour l'ensemble du groupe. Donc, il y a aussi moyen de jouer sur les tarifs, simplement pour une question de volume, bien sûr. L'enjeu justement avec la réglementation, c'est de l'anticiper. Du coup, je dirais jusqu'à dire plus que l'anticiper, parce que l'enjeu, c'est pas d'influencer la législation. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est une problématique allemande. Ça rejoint une conférence dans laquelle j'ai assisté il n'y a pas si longtemps que ça, où on disait que en France, on n'avait pas assez de lobbying pour influencer sur la politique européenne. Et ce qui est vrai, à mon humble avis d'industriel et aussi au point de vue personnel, je pense que c'est vrai. Les Allemands, ils ont cette force-là d'avoir des réseaux très très influents, et quand ils ont quelque chose qui ne leur plaît pas, ils débarquent en Europe et puis hop, et ça agite, ça s'agite jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. En France, on n'a pas cette force-là, c'est vrai. Par contre, on arrive quand même au niveau français
à influencer de manière correcte la réglementation pour que, pas qu'elle soit moins contraignante, mais qu'elle s'adapte aussi à la réalité de ce qu'on va avoir sur le terrain. Il faut aussi ça. Hein. C'est en ayant des filiales dans 19 pays du monde, vous n'avez pas du tout un positionnement justement supranational via Il faut bien voir que le monde du bitume, l'étanchéité bitumineuse, c'est un monde qui est tout petit. Hein. On parle de Soprama, on génère 1,5 million de chiffre d'affaires, ce qui est un gros chiffre d'affaires. Pour autant, on n'est que 4500. Voilà, des groupes comme Soprama, il doit en exister 2 autres sur la planète. Après, il reste plein de petites industries, mais qui sont éparses, qui n'appartiennent pas à des groupes, notamment en Europe, en Allemagne, toutes ces choses-là. C'est difficile d'avoir un poids. On va avoir un poids d'influence sur des normalisations, sur voilà, on est présent au CSTB bien sûr, on est présent dans les maisons du bâtiment, on est présent pour agiter de ce côté-là. On n'est pas assez fort pour aller au niveau européen pour dire attention, là vous faites quelque chose qui nous déplaît. C'est pas simple, c'est pas simple. On essaye de faire au mieux pour. Moi, je préfère vraiment anticiper la réglementation parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment les moyens de la faire évoluer. Actuellement, on n'a pas vraiment les moyens de la faire évoluer. Donc, on l'anticipe vraiment, ça c'est sûr. Par contre, la faire évoluer, c'est difficile. C'est difficile. On n'a pas assez de lobbying, on n'a pas assez de poids. Vous avez parlé beaucoup d'innovation. Oui, c'est oui. un terme qui revient beaucoup, anticiper, innover. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il faut envisager les produits de demain pour que un produit comme l'Aquadair, j'arrête pas d'en parler, mais c'est 10 ans de recherche et développement derrière. Donc c'est quelque chose qui a déjà été pensé 10 ans avant. Il est sorti en 2006, je crois. Donc en 96, on commençait déjà à penser à des choses comme ça. On a plein de choses dans les tiroirs, plein de brevets qui, pour le moment, sont dans les tiroirs et qui sortiront à un instant T parce que pour le moment, il n'y a pas de marché. Pour le moment, c'est pas le bon timing. Il y a plein de choses comme ça. Mais on anticipe toujours, on fait de la R&D beaucoup, on innove beaucoup, on a 50 personnes qui travaillent sur de la recherche et développement. Par contre là, on a beaucoup de réseaux, on participe à beaucoup de réseaux, notamment les pôles de compétitivité, les pôles FIB, les pôles agro-ressources, parce qu'on est à fond dans toutes ces problématiques-là. C'est comme ça, il faut innover. Une grosse entreprise qui n'innove pas maintenant, on se retrouve dans les capacités un peu comme Peugeot maintenant, où voilà, pour un moment temps, ils sont arrêtés sur l'innovation. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi. Les concurrents ont pris beaucoup d'avance. Hein. Donc voilà, il faut rattraper. Si on n'innove pas, on est moribond. Une dernière question. Je voulais poser une question, Monsieur François. Est-ce que vos clients sont prêts à anticiper une anticipation de la réglementation? Je parle notamment dans la RSE, disons que, sachant que généralement les entreprises sont prêtes à respecter la réglementation parce qu'elles y sont contraintes, donc quelle est la part que vous arrivez à les conseiller dans l'anticipation? En fait, on voit 2 types de démarches. On voit les entreprises qui, en effet, attendent que la réglementation arrive pour se mettre en ordre de marche. Et puis certains, justement, qui sont prêts à changer de business model, à changer un peu la manière dont ils font les choses pour innover, pour regarder d'autres secteurs d'activité que ce qu'ils font à la base et qui, eux, sont prêts à anticiper. Donc, je ne sais pas exactement quelle était la portée de votre question par rapport à l'anticipation de l'anticipation, mais en tout cas, donc, une certaine frange des entreprises se prépare justement en regardant ce qui se fait, également en essayant d'être novateur pour être plus compétitif. Et donc, dans cette démarche, le développement durable est une façon d'anticiper. Alors absolument, parce que c'est une manière de remettre à plat un petit peu tous les impacts, tous les enjeux de l'entreprise. Et surtout, l'important, c'est de l'intégrer à la vision stratégique de l'entreprise. Donc ce n'est pas uniquement du développement durable pour la communication, mais c'est prendre en compte ces impacts environnementaux, sociaux, sociétaux, les risques, on l'a vu également, pour les intégrer à la stratégie globale de l'entreprise.
Dans l'idéal, c'est une combinaison, c'est un ensemble, oui. Souvent, dans un premier temps, les entreprises vont essayer de gagner justement avec tous ces coûts en interne, mais au final, je pense que si on voit plutôt à moyen terme, à long terme, et c'est ça le but du développement durable, hein, c'est de sortir du court terme pour rentrer dans le moyen et le long terme, c'est gagner des parts de marché, c'est gagner également la confiance des parties prenantes. Donc par parties prenantes, c'est autant en interne les employés que les parties prenantes externes, investisseurs, clients, pour justement gagner des parts de marché, être plus présent, avoir une meilleure image. Eh bien, merci pour ces interventions. Et donc, je propose de faire une petite pause avant la dernière conférence de Guillaume. Merci. Merci. Il fait chaud hein, ici. C'est un sauna. On ne se rend pas compte quand on parle. Ouais.